Pour les retardataires qui ne le savaient pas, le Sénat a changé de majorité. Maintenant, c'est la droite qui domine cette haute assemblée. Et eh bien, les cadres de cette assemblée ont changé aussi, le président et le président du groupe UMP, qui est Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, qui est avec nous ce matin dans le studio du Figaro. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, François Fillon va s'exprimer tout à l'heure devant les journalistes parlementaires. C'est toujours votre favori pour la primaire de 2016? C'est toujours mon favori. Toujours votre favori? C'est toujours mon favori, quels que soient les sondages. Vous savez, les sondages, ça va et ça vient. Qu'est-ce qui le distingue de Juppé et Sarko? Ce qui le distingue en tout cas, très nettement, c'est qu'il est en train de construire un projet. Il est en train de donner une ligne qui est une ligne de rupture par rapport à ce que la droite a pu proposer jusqu'à présent. Et ça, c'est important. Plus offensif. Beaucoup plus offensif. Écoutez, si en tout cas les adhérents du UMP, mais nos sympathisants nous demandent de faire autre chose que ce qu'on a fait par le passé. Bon, voilà. C'était le brouillon et là maintenant c'est la bonne copie. J'espère bien. D'accord. Il y a dans moins d'un mois maintenant l'élection pour la présidence de l'UMP. 3 candidats, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Hervé Mariton. Bruno Retailleau va voter pour qui? Ah, je le garde. Comme Christian Jacob, les 2 présidents de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour garder l'unité de nos 2 groupes, députés et sénateurs, nous avons pris un engagement. Premièrement, nous n'avons pas parrainé de candidat. Et deuxièmement, nous voterons comme tout militant, mais nous n'indiquerons pas notre vote. Nous travaillerons loyalement ensuite avec le président. Vous êtes de ceux qui veulent faire le ménage à l'UMP, il faut tout changer? Il faut tout changer, en tout cas, il y a un projet. Non, je vais vous dire, moi, je vais vous dire, ce qu'il faut, c'est un projet. Ce qu'il faut, c'est un projet, des idées, qui soient utiles à la France et aux Français. C'est ça qui est important. Les Français s'en fichent du nom. Ils veulent un projet pour l'avenir. On dit ici ou là, on entend que Sarkozy aurait loupé son retour, c'est votre avis? Moi, j'ai toujours été de ceux qui considéraient que, pour un ancien président de la République, descendre dans l'arène via le parti, c'était compliqué. Pas ce qu'il fallait faire. Parce que, en réalité, il s'adresse à des militants. Il ne peut pas parler à tous les Français. Bon, maintenant, il a toute légitimité à devenir de l'UMP. Alors, le Sénat a changé, c'est ce que j'ai dit. Alors là, pour le coup, il a changé. Il a changé de majorité, il a changé de président. C'est un président qui vous convient d'ailleurs, Gérard Larcher? Oui, c'était le candidat que je soutenais. On dit qu'il a un cabinet un peu boursouflé, là. On se dit, tiens, mais peut-être qu'il a des ambitions pour l'avenir, non? Non, pas du tout. Non, je peux vous dire qu'il a un cabinet très professionnel, de très grande valeur, et avec qui je travaille quotidiennement. Alors, en ce moment, vous êtes en train de remettre en question pas mal de dispositions qui ont été votées par l'Assemblée nationale, d'ailleurs, comme notamment le compte pénibilité. Est-ce que... on dit que la Haute Assemblée, malheureusement, les textes, après, ils repartent à l'Assemblée et que tout ça, c'est un peu pour la galerie. Comment vous allez pouvoir vous faire entendre davantage? Moi, ce qu'on veut construire avec Gérard Larcher, c'est à la fois un Sénat d'opposition et un Sénat de proposition. D'opposition, je prends deux mesures. Le compte pénibilité, on est pour la prise en compte du compte pénibilité. La réforme des retraites 2010 avait fait rentrer la pénibilité dans le droit du travail. Très bien. Sauf que le système socialiste, il est kafkaïen. Ça sera un nid à contentieux, c'est une usine à gaz, et ça sera terrible au bout du bout pour les petites entreprises. Vous proposez quoi? Donc, on a proposé de le faire carrément, on l'a annulé cette nuit, et ce qu'on veut, c'est une pénibilité beaucoup plus simple, qui soit en lien avec la réalité et qui ne soit pas un nid à contentieux pour l'avenir. Idem pour ce que M. Hamon avait proposé dans la loi de juillet dernier. En cas de... pour la transmission pour les PME. Encore un dispositif kafkaïen qui aurait enrayé la transmission des petites entreprises. Donc on va le faire aussi sauter. Donc il faut s'opposer lorsque le gouvernement maltraite les entreprises et donc l'emploi, mais en même temps, il faut proposer, c'est ce qu'on essaie de faire, que ce soit sur la réforme territoriale ou sur d'autres sujets. D'accord. Alors, il y a un gros morceau, c'est la réforme territoriale, justement. Vous êtes très engagé là-dessus. Alors, le Sénat est partisan, je parle tel qu'on l'entend aujourd'hui, de 15 régions. Le gouvernement en pince pour 13 et tient sur 13. Où va votre avis ? 15 régions, mais si vous voulez, le problème, il n'est pas là. Cette réforme a été conçue dans la panique des élections municipales, improvisée complètement. Avec des contradictions. Regardez, on est parti avec la suppression du département, et maintenant on nous propose trois vitesses. Oui, 3 vitesses, 3 départements différents. Donc tout ça n'est pas sérieux. En plus, on va avoir des élections départementales en mars. Les gens ne sont même pas... 13 ou 15 alors? 15. 15. Mais ce qui compte, c'est ensuite l'articulation. Mais est-ce que la taille fait la puissance? Non, pas du tout.
Écoutez, les États-Unis, il y a plus de 40 États américains qui sont moins peuplés que l'Île-de-France. Oui. Donc on voit bien que ça n'est pas une question de masse, c'est une question d'agilité. Et le problème, encore une fois, le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs, puisqu'on a parlé périmètre avant de parler compétences. Voilà. Et en réalité, ils ont une conception toute socialiste des grandes régions. Ils voulaient substituer au jacobinisme national un jacobinisme régional. Bureaucratiser la France avec des régions, des grosses régions, avec des milliers et des milliers de fonctionnaires. On va revenir sur les compétences, mais je voudrais revenir sur une région qui vous tient à cœur quand même, les Pays de la Loire. Vous êtes député de Vendée. Sénateur, excusez-moi. Pays de la Loire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on ne comprend plus rien. Est-ce que la Loire-Atlantique, qui est un des départements de cette région, va être rattachée à la Bretagne? Vous y êtes pas favorable? Alors, au Sénat, on a donné un droit d'option pour les départements qui s'exerce dans un laps de temps avec des majorités et pendant jusqu'à la fin 2016, les départements pourront rejoindre telle ou telle région. Moi, je ne suis pas favorable. D'ailleurs, sur la carte, est-ce que les Pays de la Loire restent tels? Absolument, absolument. Sur ce point-là de la carte n'a pas changé par rapport à la mouture de l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, vous parliez des compétences. Quelles sont les compétences qui doivent revenir à terme avec cette réforme, d'après vous, aux régions? Pour moi, c'est très simple. Des grandes régions uniquement avec des compétences stratégiques. Économie, aménagement, grandes infrastructures, recherche, enseignement supérieur. Mais là encore, vous faites tout là, sauf la défense et les finances. Non, je ne fais surtout pas les compétences de proximité. D'accord. Par exemple, le gouvernement voulait donner aux nouvelles régions une compétence de l'hyper-proximité, les transports scolaires. On ramasse les enfants. Donc il ne faut pas une compétence générale, on est d'accord. On n'est pas de compétences générales, des compétences, quelques compétences stratégiques, les compétences de proximité sociale, de cohésion territoriale au département, et puis la commune et l'intercommunalité. Avant de s'attaquer à ce gros morceau, on n'aurait pas mieux fait de commencer à réformer l'État, à s'occuper de la première des collectivités? Alors complètement. Ouais. L'État, c'est le doubleur en chef dans les départements, dans les régions. Et le problème, pour la première fois, c'est un projet de recentralisation et non pas de décentralisation. Et donc le gouvernement a fait une erreur, puisqu'il s'interdit toute vraie réforme de l'État. Le problème en France, c'est la réforme de l'État. Et en procédant de cette façon-là, il s'est finalement tiré une balle dans le pied parce qu'il sera incapable de supprimer des doublons de l'État pour faire des économies sur le budget de l'État. Alors, comme tout Français, vous vous êtes intéressé évidemment à la retenue d'eau de Sivins, qui il y a 2 mois, que vous ne connaissiez pas il y a 2 mois, j'imagine. Absolument. Pas plus que moi. Et il y a un projet d'autoroute à, je regarde mes notes, 831 entre la Vendée et Rochefort. Qui n'est pas très long, je crois que c'est un tronçon de 60 à 70 km. 60 km. Est-ce que vous allez être en but à la même pagaille qu'à Sivins pour la construction de cette autoroute? On est en but aussi à Ségolène-Royal. Ce que je veux dire sur Sivins, c'est clair que c'est à la fois un drame, un jeune, 21 ans, qui meurt, mais c'est aussi un scandale. Le scandale, c'est ces groupuscules anarchistes, gauchistes. Et je veux vous dire que ces zones à défendre, on le sait, nous, avec Notre-Dame-des-Landes, ce sont devenus des bases arrières d'une nouvelle guérilla urbaine. Et vous avez Ségolène-Royal qui souffle le chaud et le froid à Sivins comme sur la 831. Moi, je n'ai pas vu d'article de la Constitution de la Ve République qui donne à Madame Royal, spécifiquement, intuitu personnel, un droit de veto sur tel ou tel projet d'infrastructure. Et ce projet, il va se faire ou pas? Vous y êtes favorable? Bien sûr, on y est favorable. D'ailleurs, on y est favorable. Mais il risque d'être bloqué, lui aussi, par Ségolène-Royal. C'est aujourd'hui Ségolène-Royal qui bloque ce projet. Ah bon? Mais il n'y a pas de danger d'écolos anarchisants, d'amiches hexagonaux, comme dirait Pascal Bruckner? Je vais vous dire, ce genre de danger, il va se multiplier. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a le soutien du Premier ministre, mais on sent très bien que Mme Royal freine des 4 fers. Très bien, merci. C'était le Talk Orange Le Figaro du président du groupe UMP au Sénat, Monsieur Bruno Retailleau, qui nous a dit beaucoup de choses ce matin. D'abord que c'était toujours François Fillon, son favori pour la présidentielle, pour la primaire à la présidentielle de 2016, et qui nous a dit, beaucoup de choses sur justement le travail que veut faire le Sénat pour remettre en question certains textes qui sont adoptés par l'Assemblée nationale. Et qui trouve que le travail se mène bien avec le nouveau président, M. Larcher. Merci Bruno Retailleau. Merci.